Bonjour, chers collègues. Rebonjour à ceux qui étaient présents au petit déjeuner organisé par la FNSEA et par les jeunes agriculteurs qui expliquent notre retard. Et je m'en excuse par avance. Et je pense qu'un certain nombre de nos collègues vont encore nous rejoindre. Donc nous avons une matinée extrêmement chargée. Et donc on a 1h30 pour donc échanger avec la filière des cognacs et armagnacs. Et à 11h, nous avons l'audition du PDG de la Poste, Philippe Val. Donc je vous demande de rester autant que faire se peut jusqu'au bout de cette matinée qui sera diverse dans les sujets échangés, mais ô combien intéressante et importante. Donc, messieurs les présidents, monsieur le délégué général, mes chers collègues, je suis très heureuse d'accueillir ce matin, pour commencer notre matinée, les représentants du monde des spiritueux, que je remercie très sincèrement de leur venue. Monsieur Florent Morillon, vous êtes directeur des relations viticoles et des affaires institutionnelles de la maison NC et présidez le Bureau national interprofessionnel du cognac. Vous êtes accompagné de monsieur Anthony Brun, représentant au sein du Bureau national interprofessionnel du cognac de la famille de la viticulture. Monsieur Jérôme Delors, vous êtes à la tête de la maison Armagnac Delors, implantée à Lannepax, dans le Gers. Vous êtes président du Bureau national interprofessionnel de l'Armagnac. Et monsieur Nicolas Ozanam, vous êtes délégué général de la Fédération des exportateurs de vins et spiritueux, qui représente plus de 550 entreprises exportatrices. La filière des spiritueux, dont vous portez la parole, est aujourd'hui dans l'inquiétude, et le mot est faible, voire la colère, et nous pouvons aisément le comprendre. En effet, le ministère chinois du Commerce a annoncé le 8 octobre qu'à compter du 11 octobre 2024, les importations de boissons spiritueuses à base de vins originaires de l'Union européenne vers la Chine devront être accompagnées d'un dépôt de garantie. Le taux de ce dépôt de garantie est important, entre 30,6 et 39% de la valeur à l'importation. La mesure va principalement frapper des produits français, le cognac, l'armagnac, mais aussi le calvados et quelques autres produits. Le danger est de taille. La Chine est, après les États-Unis, le deuxième marché d'exportation des spiritueux français, pour un montant de 1,7 million de dollars en 2023, en comptant les volumes transitant par Hong Kong et Singapour. La Chine, c'est un peu moins de la moitié du chiffre d'affaires de la filière cognac et 20% de la surface du vignoble. La situation est d'autant plus préoccupante que le vignoble de cognac a cru de 14 500 hectares entre 2018 et 2023, porté par une conjoncture favorable impliquant de lourds investissements pour les viticulteurs. Enfin, l'élection de Donald Trump, si elle devait advenir, pourrait rouvrir le chapitre des sanctions américaines, ce qui priverait alors les spiritueux français de leurs 2 premiers marchés. Dans ces 2 cas, et surtout dans le cas des sanctions douanières chinoises qui nous occupent aujourd'hui, la filière des spiritueux français est prise en otage et surtout victime collatérale d'un conflit qui ne la concerne pas. En effet, les sanctions chinoises constituent une réponse directe à la décision de l'Union européenne, prise le 4 octobre dernier, d'imposer une surtaxe à l'importation des véhicules électriques chinois. Si cette décision peut se comprendre au regard de la nécessaire protection de notre industrie automobile, à laquelle Luc Châtel, le président de la plateforme automobile, nous a sensibilisés il y a moins d'1 mois, ce n'était peut-être pas la seule possible, et elle nous entraîne dans un bras de fer et des sanctions successives avec la Chine. Sophie Primas, ministre en charge du commerce extérieur et ancienne présidente de notre commission, a annoncé être prête à se rendre en Chine, et j'ai pu voir dans un tweet qu'elle a fait qu'elle se rendrait en Chine dès la semaine prochaine,
pour défendre les spiritueux français. Elle a aussi annoncé que la France et l'Union européenne allaient contester la mesure chinoise devant l'OMC, mais il n'est pas certain que le problème soit résolu à court terme. Ainsi, messieurs, quels sont concrètement les risques qu'engendre cette situation pour la filière en termes de perte de parts de marché, de chiffre d'affaires et d'organisation du vignoble? Dans le cas où les sanctions ne seraient pas levées à court terme, ce qui semble être le plus probable pour l'instant, quelles mesures de soutien attendez-vous des pouvoirs publics français et européens? Existe-t-il des possibilités de report partiel vers d'autres marchés export, par exemple? Voici, messieurs, les quelques questions que je souhaitais vous poser à titre introductif. Je ne doute pas que les sénateurs de notre commission, et particulièrement peut-être encore plus les sénateurs des territoires qui sont directement concernés par vos filières, vous interrogeront. Et une fois que vous aurez pris la parole, et en vous distribuant la parole comme vous le souhaitez, messieurs, je céderai la parole à notre collègue Daniel Laurent, qui est lui-même viticulteur et président du groupe d'études vignes et vins. Et ensuite, on ouvrira plus largement les prises de parole pour l'ensemble de nos collègues, à qui je demanderai une fois de plus d'être concis, compte tenu du timing qui nous est imposé et d'une audition qui commencera ensuite à 11 h. Voilà, messieurs, je vous laisse la parole. Je ne sais pas qui commence. Monsieur le délégué général. Merci, Madame la Présidente. Merci de nous accueillir aujourd'hui. Mesdames et messieurs les sénateurs, mesdames et messieurs, c'est pour nous une grande chance et nous la prenons comme telle d'avoir l'opportunité d'aborder avec vous la situation très préoccupante auxquelles font face aujourd'hui les acteurs des filières cognac et armagnac. Peut-être en propos liminaire, juste vous resituer quelques éléments généraux sur cette filière. Les vins et spiritueux, d'une manière générale, c'est 16 milliards d'euros à l'exportation, dont 15 milliards d'euros d'excédent. Si on se centre sur la partie des spiritueux, c'est 5 milliards d'euros d'exportation, c'est-à-dire grosso modo un tiers des exportations de la filière. Et l'export est, pour cette filière, un enjeu absolument incontournable. Il n'y a pas de futur pour cette filière des vins et spiritueux sans l'exportation, et c'est encore plus criant si on s'intéresse strictement aux deux filières cognac et armagnac. La Chine est le deuxième marché à l'exportation. C'est un gros marché d'environ 800 millions d'euros à l'exportation, plus encore si on s'intéresse aux produits qui transitent par d'autres marchés, par exemple Singapour, avant d'être exportés vers la Chine. Vous posiez la question des alternatives. En fait, il n'y a pas d'alternative à la Chine. La Chine, comme les États-Unis, sont deux pays continents qui ne peuvent être suppléés par d'autres marchés. Et donc, il est absolument déterminant de rester sur ces marchés et de pouvoir construire dans la durée des partenariats commerciaux et des relations avec les consommateurs sur ces différents marchés. Pour peut-être approfondir plus spécifiquement sur les impacts dans les filières régionales cognac et armagnac, je passe la parole à Monsieur Morillon. Madame la Présidente, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Mesdames et Messieurs, merci vraiment infiniment de nous accueillir et de nous consacrer ce temps aujourd'hui. Je voudrais saluer aussi nos sénateurs et particulièrement Daniel Laurent et puis nos autres sénateurs, mais je ne vois pas tout le monde aujourd'hui, et vraiment vous dire qu'on attend beaucoup de cette rencontre aujourd'hui. Et je voudrais poursuivre peut-être par quelques chiffres. Quelques chiffres cognac, c'est aujourd'hui plus de 4000 exploitations viticoles, mais je laisserai mon collègue Anthony Brun vous en parler plus en détail. Quand je dis 4000 exploitations viticoles, c'est 4000 familles. C'est aujourd'hui 250 maisons de négoce. Nous exportons à plus de 97% et nous sommes dans 150 pays dans le monde. 150 pays dans le monde, et puis effectivement, on a des marchés plus importants. Les États-Unis, qui est notre premier marché, et le deuxième marché, qui est la Chine, et qui fait l'objet aujourd'hui de notre rencontre. Alors, Madame la Présidente, vous évoquiez
un danger de taille. Effectivement, depuis le 5 janvier, la région est dans l'angoisse. Une angoisse qui a progressivement monté. Donc le 5 janvier, c'était la date officielle du lancement de cette enquête dite anti-dumping. Et nous avons décidé, au niveau de la région, de collaborer pleinement à cette enquête. Quand je dis collaborer, nous avions la possibilité de ne pas collaborer, mais comme nous n'avons strictement rien à nous reprocher, nous avons décidé de collaborer. Alors collaborer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos entreprises, nos maisons, qu'elles soient grandes, petites ou moyennes, ont ouvert leurs portes aux autorités chinoises. Quand je dis ouvert leurs portes, c'est ouvrir les livres, c'est ouvrir nos ordinateurs. Et quand on parle d'enquête, on pense tous à un questionnaire de quelques pages. Non. Concrètement, ça a été des dizaines de milliers de pages qu'il a fallu fournir aux autorités chinoises. Quand je vous dis des dizaines, j'ai en tête, par exemple, pour la plupart des grandes maisons, c'est de l'ordre de 20 000 pages qu'il a fallu transmettre aux autorités chinoises, bien sûr traduit en chinois. Aujourd'hui, nous avons dépensé, ce n'est pas des milliers d'euros, c'est des millions d'euros. Je vous parle bien de millions d'euros aujourd'hui, pour se défendre sur quelque chose dont nous sommes complètement innocents, un sujet qui est complètement étranger à notre filière, comme vous le savez. D'ailleurs, tout le monde le reconnaît aujourd'hui, que c'est une grande mascarade, que nous sommes pris en otage, et on prend en otage une des dernières filières françaises, on va dire, qui exporte, qui ramène des devises, qui crée de l'emploi. L'emploi, je voudrais juste vous donner un chiffre. Aujourd'hui, la filière cognac, c'est plus de 70 000 emplois directs et indirects. Et aujourd'hui, cette filière est en situation grave, vous l'avez dit, Madame la Présidente, parce que la Chine, c'est 25% de notre marché. C'est un quart de nos expéditions. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce n'est pas un nouveau marché. On a des traces des premières expéditions dans les années 1850. Alors, on ne parlait pas de véhicules électriques à l'époque, on ne parlait même pas de véhicules thermiques. Bon. Donc, aujourd'hui, c'est de se dire, est-ce qu'on sacrifie totalement un produit, comme le cognac ou l'armagnac, mais vos collègues vont en parler, pour des produits industriels qui sont là aujourd'hui, qui ne seront plus là demain, et j'espère bien que le cognac et l'armagnac seront encore là après les véhicules électriques. Mais en tout cas, c'est tout l'enjeu aujourd'hui. Donc, comme je vous le disais, on a collaboré pleinement. Le résultat, vous le connaissez. Malgré cette collaboration, nous avons eu en septembre une intention de notification de taxes de l'ordre de 35% en moyenne pour nos entreprises, qui s'est traduite ensuite, quelques semaines après, et ça a été dit, par une demande de cautionnement, c'est-à-dire que nos entreprises aujourd'hui qui veulent continuer à faire du business et dans l'attente de la sentence ou de la sanction définitive, doivent bloquer des fonds sur des comptes bancaires à hauteur de 35%. Donc là aussi, on parle encore de millions d'euros. Ce que je peux vous dire, c'est que les taxes ne sont pas tombées encore, mais elles ont déjà, cette situation a déjà des effets très négatifs. Moi, j'ai plein de PME qui m'ont appelé pour me dire, ben voilà, on avait des commandes en cours. L'importateur nous a appelé en disant, je lève le crayon parce que là, on ne sait pas ce qui va se passer. Et donc, j'annule les commandes. Donc, on voit, et on le voit d'ailleurs, on le voit dans les chiffres. On voit aussi très clairement que le calendrier de cette enquête est complètement calqué sur l'enquête sur les véhicules électriques. Quand il y a eu le vote au niveau européen sur les véhicules électriques, que vous connaissez, donc positif, 4 jours après, nous avions cette notification pour donc ce système de cautionnement. Là, donc hier, il y a eu la publication du règlement européen, donc avec les taux sur les véhicules électriques. Donc on s'attend dans les prochains jours, aux prochaines semaines, à subir une nouvelle étape au niveau de nos filières. Et ça, c'est insupportable. Quand je dis c'est insupportable, c'est que nous demandons une seule chose, on ne demande pas d'argent, on ne demande pas de soutien financier, on demande juste une chose, c'est de pouvoir continuer à faire notre commerce comme on le fait depuis 300 ans, voire plus, et continuer à rayonner dans le monde, à porter le drapeau français dans le monde entier, parce que nos appellations
Et d'ailleurs, les Chinois ne se sont pas trompés en s'attaquant à l'Armagnac et au cognac. Donc nous, c'est tout ce que l'on demande. On n'a pas de jugement sur ce dossier des véhicules électriques, sont bien fondés ou pas. C'est pas notre sujet. Par contre, si on a des choses à dire, c'est qu'on ne peut pas être sacrifié totalement pour cette filière des véhicules électriques. Et surtout, quand j'entends que certains pays de l'Union européenne vont assembler sur leur territoire, ce qui permettra à la Chine d'éviter ces taxations, je ne vous cache pas que ça gronde dans la région et que, en plus, au regard du contexte économique national et international que vous connaissez, que nous connaissons, nous avons une région qui est sous méga pression. Alors, c'est quoi la suite? Et qu'est-ce que nous attendons finalement? Je viens de vous faire un état des lieux. On n'est pas là pour se plaindre, on est là juste pour vous faire un état des lieux et voir ensemble ce que nous pouvons faire pour nos filières pour trouver une solution. Les taxes ont été votées, on en pense que l'on veut, au niveau européen sur les véhicules électriques, donc ça c'est réglé, entre guillemets. Et nous, on est pris dans un étau qui se resserre et dont les conséquences pourraient être majeures pour nos régions. Perdre 25% de son marché, c'est pas possible, c'est pas acceptable. Au regard des investissements qui ont pu être réalisés par les maisons, par les exploitations viticoles, par tout l'écosystème de la région et au niveau national. Donc aujourd'hui, la seule solution que nous poussons auprès des membres de notre gouvernement et que nous espérons avoir votre soutien, c'est qu'il faut aujourd'hui engager une discussion directe entre la France et la Chine. C'est quelle discussion il peut y avoir, quelle négociation bilatérale il peut y avoir. On le sait aujourd'hui, via l'Europe, c'est plus possible. C'est pas possible pour toutes les raisons que vous connaissez. J'entends bien que l'Europe intenterait devant l'OMC donc une action. Probablement qu'il faut le faire pour le long terme, mais très honnêtement, ça ne règle pas notre problème dans l'immédiat. On aura la suite de l'OMC dans 5 ans, dans 6 ans, et d'ici là, on aura perdu notre marché. On a un très bon exemple, c'est les vins, ou un mauvais exemple, c'est les vins australiens qui ont subi la même chose il y a quelques années. 4 ans de surtaxe à plus de 200%, ils ont perdu le marché, ils sont sortis du marché. Et un marché, il faut des années pour s'implanter. Donc après, ça sera mort. Donc aujourd'hui, pour nous, ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est de trouver un accord avec la Chine, entre la France et la Chine, de profiter probablement d'un certain nombre d'événements. Et on l'a vu, notre président de la République a reçu il y a quelques mois le président chinois, dans le cadre de l'anniversaire de l'amitié franco-chinoise et des relations diplomatiques. Faisons de notre cas un bon exemple. Célébrer un anniversaire, c'est bien, mais nous, on aimerait qu'il y ait du concret derrière. Profitons des événements qu'il va y avoir la semaine prochaine en Chine, donc avec ce salon international, le C2I, qui est le salon des importateurs, et la France est à l'honneur dans le cadre d'un pavillon. Il faut profiter de cette situation. Et les dernières rencontres que nous avons pu avoir, et nous avons eu la chance, et on le remercie encore, la semaine dernière, de rencontrer Monsieur le Président du Sénat, qui a vraiment été à notre écoute avec vos collègues qui étaient présents, c'est de dire, voilà, il faut qu'on envoie des personnes pour parler, des membres du gouvernement pour parler aux homologues chinois. Et donc ce que nous savons aujourd'hui, c'est que Madame Sophie Primas, accompagnée de ce que je crois comprendre de Monsieur Jean-Pierre Raffarin, se déplacerait la semaine prochaine. Donc voilà, on croit beaucoup à ce binôme, mais ça nécessite le soutien vraiment de tout le monde. Et c'est la piste à privilégier aujourd'hui, c'est la piste à privilégier. Ensuite, en termes de diplomatie, là, on n'est pas les spécialistes, c'est que pouvons-nous donner en contrepartie à la Chine qui n'engagerait pas, qui ne renierait pas, bien sûr, les convictions que l'on peut avoir ou un certain nombre de choses. Mais probablement qu'il y a de la discussion à avoir afin de nous sortir de cette ornière. Donc voilà, donc j'insiste beaucoup. Aujourd'hui, c'est la piste que nous demandons vraiment d'étudier et d'appuyer. C'est la seule viable aujourd'hui. Et vraiment, j'insiste, on a besoin de tout le monde sur le sujet. Donc je vais en arrêter là. Je vais passer
laisser la parole à mon collègue de l'Armagnac, qui aussi est dans une région qui souffre beaucoup. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Messieurs les sénateurs armagnacais, Mesdames et Messieurs, nous sommes cousins, nous sommes frères, jamais ennemis, donc toutes les préoccupations de nos amis charentais sont les nôtres, les marchés sont les nôtres, le potentiel est le nôtre, donc on est dans la même galère. Ce que je voudrais rajouter, j'ai 5 témoignages de maisons armagnacaises qui sont sur le marché chinois. Ce sont les cinq majeurs qui expédient en Chine. Est-ce que je peux citer les noms? Ouais. Donc le Club des Marques, qui est une maison qui appartient au groupe Vivadour, qui est basé dans les Landes. Leur dernière commande, c'est 25 000 € en avril. Le numéro 2, c'est la maison Lobad, famille Lesgourg, commande environ 100 000 €, 150 000 € annulés. Alors 150 000 € en Armagnac, ça cause. Hein. C'est 1,5 million pour nos amis les Charentais, c'est à peu près ça, ou 2 millions. Le numéro 3, la maison de Delors, 200 000 € annulés. Perspective d'un nouveau importateur. Annulé, quand je dis annulé, pour l'instant, c'est annulé. Numéro 4, la famille d'Artiguelong à Nogaro. Alors lui, il me dit clairement... alors, je prends son email. Attendez, je vais mettre mes lunettes parce que j'ai passé les 50 ans. Ah, ça va mieux. Mon importateur chinois me dit que, bien sûr, ces distributeurs se tourneront en partie vers les whiskies haut de gamme si les prix de nos armagnacs augmentent. Alors, il dit 39%, 35%, mais ce n'est pas 35%, puisqu'après, il y a tout le beans, donc on va arriver à 80%, donc quelque chose qui est consommable à 50, l'équivalent de 50 ou 100 €, ben c'est 200, donc ça ne le fait plus. Là-bas, c'est le flou total. Le gouvernement chinois, ça c'était la semaine dernière, hein, le gouvernement chinois ne donne pas d'instructions claires aux douaniers, et l'importateur ne sait pas s'il doit dédouaner ou non le bateau qui va arriver, donc dans une semaine. Flou administratif. Le dernier témoignage, alors là, c'est un cours. Alors, je ne vais pas citer l'importateur, mais la maison, c'est Darroze. Donc, Marc Darroze, qui était en Chine il y a encore 15 jours. Donc, si je résume, on va résumer. Donc, il faut verser la caution. La caution, donc, c'est 34,8% plus la TVA. Donc, ça fait 49%. Donc, déjà, l'importateur, avant que la marchandise arrive, il doit payer 50% du montant. L'importateur chinois dit l'effet de ces taxes serait catastrophique. Okay, et sa conclusion, cette taxe supplémentaire allait engendrer une forte baisse, voire une disparition des armagnacs d'Arroze du marché chinois. Donc c'est clair, c'est 5 maisons. Sur 5 maisons, il y a 4 maisons familiales. Donc ça, c'est la typicité un peu de l'Armagnac. Souvent, notre nom, c'est notre marque. Donc on est les premiers touchés. Et quand on dit que les Armagnacs d'Arroze vont disparaître du marché chinois, c'est pas très cool, quoi. Surtout que Darroze, ça fait un moment qu'il est sur le marché. Voilà ce que j'en ai perdu mon étiquette. Voilà ce que je voulais souligner. Et comme disait Monsieur Morillon, le cognac, l'Armagnac, c'est pas juste une balance commerciale. Ce sont des familles et il y a un savoir-faire. Ce sont des produits qui font rêver les gens à l'export, quoi. Ils badent nos produits, je vous assure. Le whisky, c'est sympa, mais le cognac et l'Armagnac, c'est quand même beaucoup mieux. Donc, si on disparaît, c'est une partie du savoir-faire français qui disparaît. Et ça c'est grave. C'est très, très grave. Voilà ce que je voulais souligner. Merci beaucoup, messieurs, pour ces propos limites. Ah, pardon. Oui, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les sénateurs,
Merci de nous recevoir. Moi, j'aimerais apporter, après les éclairages apportés par nos deux représentants des interprofessions, un œil plus terre à terre. Aujourd'hui, la filière cognac et à Armagnac, c'est aussi des viticulteurs qu'il y a derrière. On a aujourd'hui une filière, je parle pour la filière cognac, où le sujet des Galim ne se pose pas depuis des années. Il y a des relations contractuelles viticulture-négoce qui sont en place, notamment avec des contrats pluriannuels glissants. Et toute la relation a été construite sur cette partie-là. On a été porté par la réussite économique de la filière depuis plus de 15 ans. On a augmenté nos ventes de près de 30 ou 40%. On a dimensionné notre vignoble pour répondre à ces besoins-là en augmentant de 15%. Et aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé depuis le Covid avec le contexte inflationniste, vient nous arriver en plus la perte de notre deuxième marché. Et c'est notre deuxième marché en volume, mais il faut savoir que c'est un marché principalement de vieilles eaux de vie. Et pour faire ces vieilles eaux de vie, elles consomment presque plus de vin que le premier marché, puisque les eaux de vie, au fur et à mesure du temps, s'évaporent. Ces eaux de vie-là, contractualisées, ont été achetées contractuellement par nos opérateurs et continuent de l'être, et je m'en félicite aujourd'hui. Mais avec ce qu'on vient d'entendre chez nos opérateurs, et c'est le cas aujourd'hui, et c'est ce qu'on a comme retour, avec des volumes qui sont passés avant l'instauration de ces taxes provisoires, qui ont été divisées la semaine suivante par 5. C'est-à-dire que les volumes qu'ils ont achetés à l'époque, ils ont 5 fois plus de stock que ce qu'ils ont de besoin sur le marché chinois, si ce qui est prévu. Qu'est-ce qui va se passer, pensez-vous, pour les viticulteurs avec qui les relations contractuelles sont établies? La situation, ça va être que, voilà, il va y avoir des choix à faire. On sait qu'il y a déjà des entreprises qui sont très fortement implantées en Chine, qui sont dans des situations dramatiques côté de la filière de négoce. Et forcément, les viticulteurs qui sont engagés avec vont voir très très vite les impacts de cette situation. Alors, on a un cycle de récolte annuel, donc forcément, c'est pas dès cette année que ça va se sentir, même si cette année, ça va se sentir fortement pour certains viticulteurs. Mais dans les années à venir, le marasme va être catastrophique, en sachant malgré tout qu'on a un vignoble de production de vin blanc avec des choix individuels de viticulteurs qui, si aucune solution n'est trouvée, l'ont déjà fait par le passé, auront des volumes qui pourront aller sur d'autres débouchés. Et je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, si ce qui ne peut pas aller au cognac va ailleurs, dans un monde viticole, dans la difficulté où elle est aujourd'hui, c'est une catastrophe économique pour l'ensemble du monde viticole français. Ça me paraissait important de le souligner. Merci. Merci beaucoup à tous les quatre de vous être exprimés. Je vais donc céder la parole au président du groupe Vigne Vin, notre collègue Daniel Laurent. Oui, Madame la Présidente, Messieurs les Présidents, Monsieur le Délégué Général de la Fédération, tout d'abord, merci Madame la Présidente d'avoir organisé cette audition. Il me semblait indispensable, que je souhaitais bien sûr organiser avec le groupe Vigne Vin, mais une grande partie des représentants du groupe Vigne Vin sont ici présents. Je voudrais également bien sûr remercier Gérard Larcher qui a la semaine dernière accepté de vous recevoir. Donc, vous le disiez très justement, qui montre l'importance du sujet et l'importance de la répercussion sur nos territoires. Alors, cette crise s'inscrit dans une crise, bien sûr, globale, conjoncturelle et structurelle viticole. Et j'insiste là-dessus en tant que président du groupe Vigne Vin. Moi, je suis très heureux que le président du Sénat, dans la foulée de notre réunion la semaine dernière, messieurs, et puis transmettre au président de la République directement la suite de notre rencontre. Et la réflexion du président de la République, je vous le livre, je ne sais pas si vous le savez, mais était de dire « je vais les recevoir ». Alors écoutez, soyez l'arme au pied, et j'espère que le président de la République va mettre en action cette affaire. Je remercie bien sûr nos collègues d'être présents et d'être solidaires de la situation des filières Cognac et Armagnac face à ces récentes mesures. Nous savons à quel point ces filières sont stratégiques. Je dis bien la filière Cognac et Armagnac, mais la filière vin sont stratégiques dans le cadre et les chiffres vous ont été donnés dans le cadre de la balance extérieure nous concernant. Et ces mesures chinoises qui imposent des droits de douane additionnels menacent directement nos entreprises, nos emplois
et l'équilibre économique de nos territoires. Derrière ces chiffres se cachent des savoir-faire uniques et Anthony Brun l'a dit tout de suite, des artisans passionnés et un rôle essentiel dans l'exportation de nos produits. C'est notre histoire, la viticulture, c'est notre patrimoine, c'est notre environnement. Je vous invite à aller sur les coteaux de Gironde aujourd'hui, c'est catastrophique. Quand on voit toutes ces vignes qui ne sont pas arrachées et qui ne sont plus en production parce qu'elles ne sont plus cultivées, c'est un problème aussi environnemental. Donc je crois qu'il faut aussi en prendre conscience. Alors nous y sommes puisque depuis le 11 octobre, vous l'avez très justement dit, les taxes du cognac sont applicables avec des conséquences directes. Et comme vous le disiez très justement, Monsieur Morillon, des commandes peut-être annulées, suspendues ou reportées. Enfin, il y a des choses qui sont assez floues pour le moment. Je suis ici en tant que président du groupe d'études vignes et vins du Sénat, j'irai vignes et vins et spiritueux, pour rappeler que notre mobilisation est totale, hein, Dominique. Je crois que ça, il faut vous le dire et vous le préciser et vous le montrer. Nous devons défendre ces filières face à des décisions commerciales qui les mettent en péril. Aujourd'hui, messieurs les présidents, cette audition est l'occasion, et j'imagine que vous aurez des questions là-dessus, de discuter sur les impacts court terme et moyen terme qu'elle pourrait avoir sur nos territoires. Comme l'a rappelé Florent Morillon, la filière ne souhaite pas être sacrifiée sur l'autel des décisions et vous avez le sentiment d'être les dommages collatéraux de conflits qui vous sont complètement étrangers et on le sait bien. Au-delà de cette situation, l'ensemble de la filière viticole traverse une crise conjoncturelle, et j'insiste parce que je pense aussi aux autres filières, et structurelle majeure, avec de nombreux défis à relever. Nous aurons l'occasion d'en reparler, bien sûr, lors de l'audition de la ministre de l'Agriculture dans quelques jours. Nous sommes tous mobilisés, le président du Sénat, la ministre de l'Agriculture, la ministre du Commerce extérieur, les députés européens. Donc ne considérons pas, je vous le disais tout à l'heure, comme acquis cette affaire, et j'espère que les discussions diplomatiques vont faire évoluer cette situation catastrophique. Merci. Merci, cher Daniel. Donc on va passer aux questions de nos collègues, et on commence par un sénateur armagnaquais, Franck Montaugé. Merci Madame la Présidente. Je salue nos invités, Monsieur Delors en particulier. Ma question aura deux temps et vous me permettrez, dans ce contexte extrêmement compliqué, lourd d'inquiétude que vous avez évoqué, pas de plaisanter, mais un petit peu quand même. Deux points distinguent l'Armagnac du cognac. Voilà, il y en a qui m'ont vu venir. Le premier, c'est que l'Armagnac, 700 ans d'âge, quand même, qui dit mieux, est beaucoup plus fin que le cognac. Parole objective de petit-fils de distillateur gersois de la Ténarèze. Et Daniel Laurent, j'avais marqué, c'est marqué là, Daniel Laurent est d'accord avec moi sur ce point. Entre parenthèses, SIC. Et le second, plus sérieusement, là, c'est l'organisation productive et surtout commerciale des deux filières. Pour faire simple, et ça a été évoqué par M. Delors en particulier, des grandes maisons côté cognac et des productions plus de domaines, on peut l'appeler comme ça, côté Armagnac. Et je tiens vraiment à saluer, ce n'est pas un exercice de style, le travail de M. Delors au sein du Bureau national interprofessionnel de l'Armagnac. Ma question, à partir de là, elle est simple et complexe à la fois. Quelles options, quelles réflexions stratégiques éventuelles, quelles pistes de travail permettraient d'ouvrir, d'accroître, de préserver les perspectives commerciales de l'Armagnac et du cognac, bien entendu, dans le concert international dont vous nous avez décrit les menaces et les opportunités. Voilà. Moi, ce que je comprends de vos propos, mais j'ai peut-être mal compris, c'est que finalement, il n'y a peut-être qu'une piste d'urgence à prendre, c'est celle de la fiscalité.
je ne sais pas. Voilà, je pose la question. Il y a des mesures à prendre dans l'immédiat et d'autres certainement à plus long terme. Alors, est-ce que pour vous c'est pertinent? Je voudrais le savoir. Et quel plan stratégique, quelles réflexions stratégiques sont les vôtres pour, voilà, sur le moyen et le long terme? Et je vous remercie. Si vous le voulez bien, messieurs, on va prendre des questions 3 par 3 et vous y répondrez. Donc, on pense à Vincent Louhault. Merci Madame la Présidente, merci pour votre présentation. J'ai bien peur malheureusement que vous soyez sacrifié dans un jeu qui est commercial, qui est un jeu très mondial, et sacrifié un peu à l'image de l'agriculture, on en parlait entre collègues, à l'image de l'agriculture, avec des accords de quasi libre-échange en Ukraine, parce qu'on n'est pas foutu de donner des obus, donc on accepte tout, et puis le Mercosur, on en reparlera. Moi j'ai une question, et puis le manque d'investissement dans nos relations avec les Chinois, parce que j'ai été témoin de certaines choses, et je suis très heureux que Sophie puisse aller les voir et parler, et avoir un vrai lien avec eux. C'est une diplomatie qui n'a pas les mêmes usages et les coutumes que la diplomatie française. On ne peut pas imposer une vision très française de la diplomatie. Il faut apprendre aussi à parler avec eux. C'est un peu compliqué et je ne dis pas que c'est facile, mais il faut le faire. Alors, je compte beaucoup là-dessus. Nous, on n'aura pas le choix, en fait. Moi, je suis agriculteur. Quand il y a une maladie qui arrive dans un troupeau, la puissance publique arrive et l'État le prouve avec MHE, avec tout un tas de maladies. C'est des fonds d'urgence. Et aujourd'hui, vous êtes tout à fait légitime parce que vous êtes une victime collatérale d'un débat qui vous concerne pas vraiment, parce que l'échange entre... pas du tout. D'être légitime pour avoir un fonds d'urgence et un fonds de soutien. Il n'y a pas le choix. Aujourd'hui, vous allez perdre 50% de vos chiffres d'affaires. Il faut passer une période très difficile. Donc moi... Alors c'est difficile pour nous de poser des amendements qui vont proposer une dépense. Ce n'est pas l'usage au Sénat de proposer une dépense supplémentaire. Donc moi, je le dirais franchement, il y aura des choix à faire dans la dépense pour aider les filières, première chose. Et dernière chose, je voudrais savoir quelles sont vos négociations avec Madame la ministre de l'Agriculture, justement, sur un fonds de soutien d'urgence et avec l'Union européenne, qui est quand même la cause de la grande diplomatie, qui fait qu'aujourd'hui, vous serez, à mon avis, sacrifié en tant que petit grain de sable dans cette machine de commerce international. Daniel Salmon. Merci Madame la Présidente, merci pour vos présentations. On est forcément dans un moment de crispation au niveau du marché mondialisé aujourd'hui. On parle souvent ici du problème de la désindustrialisation de la France. Et effectivement, on est dans des injonctions, je ne veux pas dire contradictoires, mais il faut qu'on ait de la cohérence. Parce qu'effectivement, si on veut amener une protection sur notre industrie, c'est ce qui est demandé bien souvent ici, effectivement, on sait bien qu'on a des contre-coups qui se font à l'autre bout du monde. Donc on est dans un moment difficile qui amène une grande vulnérabilité sur vos productions. J'aimerais bien savoir quelle est votre proportion, la proportion de votre production qui est consommée en France et dans l'Union européenne, parce que sans doute faut-il se recentrer également sur notre marché, on va dire intérieur, qu'il soit français ou européen, et quelles sont aussi les autres perspectives de marché hors Union européenne, parce que je crains franchement que ce soit difficile de faire plier la Chine, parce que voilà, nous aussi on a des exigences, on demande de protéger notre industrie, et il y a des contre-coups qui sont là. Et sinon, dernière petite question, voilà, il va falloir sans doute faire évoluer. On a des régions agricoles qui sont très spécialisées. Est-ce qu'il y a des pistes de déspécialisation dans votre territoire? Merci. Voilà, messieurs, je propose de répondre à ces premières questions. Madame la Présidente, écoutez, moi je vais répondre aux deux premières questions. Mon collègue va répondre à la suivante, mais mes deux autres collègues n'hésiteront pas à compléter. On n'a pas préparé les réponses. Vous ne connaissez pas les questions, donc j'espère être assez exhaustif. En ce qui concerne la première question que vous avez posée, monsieur le sénateur, question stratégique. Pour moi, aujourd'hui, la stratégie, il n'y en a qu'une seule, c'est on lâche rien sur ce dossier. Donc aujourd'hui, on n'est pas sur les plans B. Quand je dis aujourd'hui, sinon, ça serait déjà se dire on a perdu. Et moi, je ne veux pas croire qu'on ait perdu. Et donc, ça veut dire que la semaine prochaine, il y a ces rencontres qui vont avoir lieu et nous avons la chance de rencontrer demain soir
notre ministre du Commerce, donc Madame Prima, pour justement évoquer son déplacement en Chine. Donc là, on va voir ce qui est prévu, et nous, on va lui dire en tout cas ce qui est attendu. Donc on croit beaucoup à ce déplacement, et aujourd'hui, c'est ce qu'il faut privilégier. C'est ce qu'il faut privilégier peut-être par vos propres relations avec peut-être des homologues en Chine, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est la piste qu'il faut privilégier. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on commence sur l'Armagnac et sur le cognac, mais pas que. Vous le savez, il y a aussi, là on est en train de rentrer dans une espèce d'escalade, c'est le porc, c'est la filière porc. Moi je me souviens au mois de janvier, la première rencontre qu'on ait eue, c'était à l'Élysée, donc avec monsieur Alexis Collère, et on lui avait dit, il faut trouver une solution pour Armagnac et cognac, parce que sinon, il va y avoir des dérives sur d'autres filières. La suite, vous la connaissez. On n'a pas trouvé de solution à notre sujet, et finalement, maintenant, c'est la filière laitière qui est attaquée, qui n'a pas besoin de ça, c'est la filière porcine aussi, et demain, ce sera peut-être d'autres filières. Donc, on peut continuer comme ça. On peut nous donner quelques subventions. Je vais vous dire, la Chine, pour nous, c'est on parle du milliard d'euros, plus du milliard d'euros par an de chiffre d'affaires, 1,5 milliard. Enfin, je ne pense pas qu'avec les finances de la France actuelle, on va nous donner 1,5 milliard par an. Enfin, je ne veux pas le croire, et personne ne le croirait ici. Donc si c'est pour nous donner quelques centaines de milliers d'euros, ça va être un pansement sur une jambe de bois. Donc non, il faut aujourd'hui continuer à privilégier cette négociation parce que le marché chinois n'est pas remplaçable. Il n'est pas remplaçable. Ayez à l'esprit qu'aujourd'hui, on est dans plus de 150 pays dans le monde, mais un marché qui a été construit sur des décennies, des siècles, on ne perce pas comme ça un nouveau marché. Et la situation mondiale est compliquée. Vous pourrez dire, bon, bah, il y a les États-Unis, c'est votre premier marché. On suit tous l'actualité, on regarde tous la télé, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Trump va revenir? N'oublions pas que les taxes dites de Trump ne sont que suspendues jusqu'au 1er janvier. Le problème n'est pas résolu, elles ont été suspendues. Et potentiellement, on pourrait aussi avoir un problème. On pourrait revenir vous voir dans quelques mois pour les États-Unis. Donc aujourd'hui, on ne peut strictement rien lâcher et il faut continuer. Et peut-être je fais le lien avec votre question, monsieur le sénateur, la deuxième question, sur la diplomatie. Oui, nous on demande, s'il vous plaît, qu'on soit plus dans la diplomatie. Enfin, voilà, je ne fais pas de procès d'intention, mais moi j'ai souvenir qu'il y a 1 an, au mois de septembre l'année dernière, quand au niveau européen, l'enquête a été lancée sur les véhicules électriques, la France, par l'intermédiaire d'un certain nombre de ses membres du gouvernement, se prévalait dans la presse largement que c'était grâce à la France si cette enquête était lancée. C'était grâce à la France. Et moi, je me souviens à l'époque, les filières viticoles ont écrit pour dire, bon, même si c'est le cas, ben, restons derrière l'Europe sur ce sujet, cachons-nous quelque part, mais ne brandissons pas le drapeau dans la presse, parce que sinon, ça va se retourner contre nous. Bon, ben, bonne année, 5 janvier, c'est tombé sur Cognac et Armagnac. On le savait. Bon, là, je vois que hier, donc, il y a eu cette publication du règlement européen. Donc, c'est voté, on ne revient pas dessus, même si je ne vous cache pas que nos filières auraient apprécié une abstention de la France sur le vote, pour plein de raisons. En tout cas, c'est notre avis, parce qu'on a aussi quand même un avis sur le vote. Et je vois quand même des articles de presse où on a tendance à se prévaloir encore que grâce à la France, etc. Donc, est-ce qu'on pourrait faire un peu preuve sur le sujet d'humilité et se consacrer un peu sur Cognac et Armagnac maintenant? De toute façon, le résultat que nous souhaitions, enfin que la France souhaitait et les autres pays européens, est abouti. Il y a eu le vote et donc il va y avoir les taxes. Très bien. Et là, comme je vous le disais tout à l'heure, on n'a pas de jugement, nous, à avoir. Par contre, on ne peut pas payer indéfiniment cela. Donc maintenant, on aimerait que les regards au plus haut niveau de l'État se tournent vers nous en disant on a voté, on a pris nos responsabilités, très bien, mais ne lâchons pas, n'abandonnons pas totalement des filières historiques. Je ne vais pas redire ce qui a pu être dit. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'aujourd'hui, on ait un comportement vis-à-vis de la Chine, je ne veux pas dire de proximité, mais qu'on discute, qu'on fasse de la diplomatie. Alors moi, ce n'est pas mon métier. Je ne sais pas ce qu'on peut donner en échange. Est-ce qu'on peut leur expliquer gentiment qu'on peut nous prendre en otage, demander des otages inutiles, ici, là, de ce côté? On le voit bien, on peut nous tuer de toute façon. Les taxes seront appliquées sur les véhicules électriques. Donc, et c'est ça qu'on a besoin
On a besoin de vous pour que vous portiez au plus haut niveau ce message. Il faut absolument, aujourd'hui, c'est la seule solution, c'est la négociation diplomatique entre la France et la Chine, bilatérale, et trouver des solutions pour nous. Voilà ce que je voulais dire, et je laisse mon collègue répondre à la troisième question. Oui, sur les différents éléments, comme ça a été dit aujourd'hui, la filière cognac notamment, c'est les principaux exportateurs mondiaux de spiritueux qui reprennent, qui possèdent nos marques. Ils sont présents sur tous les pays du monde avec toutes les gammes de produits. S'il y avait un marché à conquérir, ne vous imaginez pas qu'ils l'auraient déjà fait. Et c'est pas en disant hop, où c'est qu'on peut aller, qu'on va y aller d'un seul coup. Il y a des barrières tarifaires qui sont en place sur d'autres pays. Si on n'y est pas, c'est essentiellement pour ça. Sur la partie des autres activités agricoles, enfin, je pense que vous entendez, et vous aviez ce matin, je pense, un échange avec les représentants de la FNSEA et des JA. Allez où? On est sur une culture viticole, donc en plus avec des fonds immobilisés qui sont importants, parce que ce n'est pas des céréales où l'année suivante on peut changer de culture. Moi qui suis moi-même viticulteur, céréalière et arboriculteur, je peux vous garantir qu'aujourd'hui, un viticulteur qui a investi dans un vignoble, qui a investi dans du matériel performant pour pouvoir améliorer ses pratiques, sur l'aspect environnemental, sur tous les points, lui dire demain il faut que tu fasses autre chose, bon courage. Aujourd'hui, en plus, allez où? On est dans l'ensemble des filières agricoles dans une situation qui va être de plus en plus compliquée, et notamment de plus en plus compliquée parce que quasiment la totalité des filières viticoles et agricoles françaises vont être ciblées par les contre-mesures qui vont être prises. Au niveau chinois, les contre-mesures qui sont proposées, c'est le porc, le lait et les eaux de vie de vin. On entend parler de la même sanction sur les vins. C'est 4 filières agricoles sur les 5 produits que les Chinois envisagent de mettre en contre-mesure qui vont être ciblés. Bon courage. Comme ça a été dit, aujourd'hui, si on veut trouver une solution pour aider les personnes qui sont taxées, c'est-à-dire les négociants, on peut leur donner des subventions. Mais comment on aide toutes les personnes qui travaillent avec? Parce que ce n'est pas le viticulteur qui va subir directement les taxes sur les véhicules et les eaux de vie. C'est celui qui exporte. Aujourd'hui, on produit, côté viticulture, 97% des volumes. Il est commercialisé à 97% par les négociants. On est interdépendants les uns des autres. Mais qui va être aidé? Si le négoce est aidé, est-ce que la viticulture va l'être? Si la viticulture l'est, est-ce que les personnes avec qui on travaille, les pépiniéristes, les tonneliers, toutes ces personnes-là qui aujourd'hui ne savent pas ce qui va pouvoir advenir de la filière au global, comment on va trouver les financements nécessaires avec toutes les discussions que vous devez avoir en ce moment sur un budget qui doit être déjà largement assez compliqué? C'est pas la peine de l'envisager, c'est pas ce qu'on demande. Aujourd'hui, on sait que le constat, c'est si on attend sur la décision de l'OMC, comme ça a été dit, ça sera dans 4 ou 5 ans. Et encore, il n'y avait que le dossier australien à l'époque. Aujourd'hui, il n'y a pas une semaine où il n'y a pas un nouveau dossier qui est déposé. Même les Chinois viennent de déposer un dossier contre l'enquête européenne. Donc l'OMC doit avoir un travail beaucoup plus important à faire qu'elle n'avait à l'époque. Et ça sera certainement encore plus long. Et on aura disparu. Donc voilà, les solutions sur ce point-là, elles sont assez simples. Imaginez que de l'argent réglera le problème? Non. Imaginez qu'on peut trouver un nouveau marché demain? Non. Donc la seule chose qu'on peut espérer, c'est de trouver des solutions pour pouvoir rester là où on est présent. Et ça... Voilà, je voudrais peut-être compléter, j'ai répondu que partiellement à une question importante sur le marché français et le marché européen. Alors, monsieur le sénateur, je laisserai mon collègue pour l'Armagnac, parce autant on a plein de points communs, mais sur le marché français, probablement, c'est un peu différent. Pour le cognac, le marché français, c'est entre 2 et 3% de nos ventes. Je vous le disais, on exporte à 97%. Ceci étant, c'est quand même notre 6e marché sur 150. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on a les États-Unis, la Chine, et puis derrière, vous me parliez d'autres marchés. Le Royaume-Uni, par exemple, c'est notre 4e marché. L'Allemagne, c'est notre 5e marché. Donc on continue à travailler, bien sûr, mais ça prend énormément de temps. Et puis si je viens au marché français, je peux vous assurer que les maisons, les groupes travaillent sur le sujet, mais avec bien sûr toutes les contraintes, c'est normal que nous connaissons, bien sûr de loi E20, etc. Donc ce qui limite, et puis toujours bien sûr avec cet esprit de consommation responsable. Donc on essaye de gagner des parts de marché sur le whisky, par exemple, parce que c'est vrai que le whisky, on est le pays consommateur, mais on est aussi sur des gammes ou sur des produits différents. N'oubliez pas que nous sommes une eau de vie issue d'une plante pérenne, la vigne. Contrairement à une eau de vie de céréales qui coûte beaucoup moins cher à produire.
À Cognac, quand vous plantez une vigne aujourd'hui, c'est pour, en moyenne, vos premiers VS, c'est-à-dire le cognac le plus jeune qu'on commercialise, dans 7 ans. Donc vous imaginez bien, et tout à l'heure, Madame la Présidente, vous avez évoqué nos plantations, effectivement, que nous avons mis en œuvre. Quand on a planté en 2017, qui autour, dans cette salle, nous aurait dit qu'il y aurait le Covid, la Covid, qui nous aurait dit qu'il y aurait la guerre en Ukraine et qu'aujourd'hui le marché russe, on s'en serait retiré, qui nous aurait dit que nous aurions les potentielles taxes chinoises. Donc voilà, ou alors on fait rien, mais c'est pas dans notre esprit. On est des conquérants, voilà, depuis des décennies. Et on sait aussi que la géopolitique, quand on exporte à 97%, on est une cible privilégiée. Mais on ne peut pas être sacrifié systématiquement. Juste, tu peux dire combien de bouteilles vous vendez en France avec vos 2%? Donc c'est plus ou moins, selon les années, 4 millions et demi de bouteilles. Donc 4 millions, c'est le marché global de l'Armagnac. La répartition France-export, pour avoir quelque chose de facile à retenir, c'est 50-50. Et donc, et par contre, les Armagnacais, on n'a pas la force de frappe de nos amis charentais. Je pense qu'on est à fond. Sur le marché français, on est à fond. On est chez tous les cavistes, dans tous les restaurants. Voilà, à un moment donné, trouver de l'Armagnac en France, c'est facile. Donc on est à fond. Et comme je disais tout à l'heure, c'est un secret ou pas un secret, mais en fait, on se cale un peu sur nos amis charentais. On voit ce qui fonctionne, on voit sur les pays qui progressent, et après, on arrive derrière. C'est le grand frère qui ouvre le bal, et nous, on suit. Donc, trouver d'autres marchés, pour nous, c'est impossible. La Chine, c'est grand, c'est long. On est un peu, souvent quand je fais des visites, je dis on ne fait pas des bières. La bière, vous la faites, vous la buvez, c'est fini. L'Armagnac, le cognac, il y a des vignes, il faut faire le vin, le distiller, c'est du long terme. Et le commerce, c'est du long terme. Donc repartir, comment dire, arrêter ou se faire arrêter sur le marché chinois et partir ailleurs, c'est impossible. C'est impossible. Donc on ne demande pas ni de l'argent, on demande juste de nous laisser travailler. Ça, j'ai bien aimé ce que disaient nos amis charentais. Nous, on veut juste faire du business et on laisse tranquille tout le monde. Voilà ce que je voulais dire sur l'Armagnac, qui est quand même similaire au cognac. Peut-être sur la question de la diversification par rapport à, je ne sais pas. Alors, pour un Armagnacais, non, c'est impossible. En plus, là, vous touchez un Armagnacais, vous touchez une famille. Nous, ça fait 4 générations qu'on fait l'Armagnac. Parce qu'il y a une crise, non, on ne change pas, on continue. Sinon, le savoir-faire français, il est mort, quoi. Il est mort, on dit tiens, les spiritueux c'est plus à la mode, on va faire des vins sans alcool, et après on fait quoi quand c'est fini? On va sur la lune? Non, on a une stratégie, on s'y tient, les Armagnacais s'y tiennent, il faut s'y tenir, on va pas changer de... Et puis en plus on sait pas faire, on sait pas faire, et ça fait, ce que vous disiez monsieur sénateur, ça fait 700 ans qu'on fait l'Armagnac, et parce qu'il y a une crise sur les véhicules, on va changer de métier, mais non, pour nous c'est pas possible, non. Merci Madame la Présidente. Je pense que c'est important sur cette histoire de diversification. On a connu des crises dans nos filières il y a des décennies et on s'est peut-être à un moment donné diversifié en faisant, si je prends pour Cognac, il y a quelques décennies, on s'est dit on va se mettre à faire des vins de pays, ce qui s'appelait les vins de pays à l'époque. Mais aujourd'hui, en fait, ça serait complètement illusoire. Nos collègues qui vivent que de ça, des autres régions, vous le savez parfaitement aujourd'hui, et ça a été dit par monsieur le sénateur, aujourd'hui en France, si je retire la région Cognac, il est reconnu qu'il y a à peu près 100 000 hectares de trop sur les 800 000. Voilà. Bon. Enfin, c'est dit, connu, reconnu de l'ensemble de la filière viticole française. Aujourd'hui, sans exception, ou quasiment sans exception, toutes les filières viticoles souffrent. Voilà. Nos amis de Bordeaux, ça a commencé il y a déjà quelques années, et puis ça a été contagieux, ou je ne sais pas. En tout cas, toutes les régions aujourd'hui sont touchées. Donc, si demain, parce qu'on vend moins de cognac à cause de ces taxes, on doit arracher nos cépages pour remettre des cépages
dits de consommation pour venir en concurrence avec nos collègues qui sont à 100 km et les crus périphériques notamment, qui n'arrivent pas à vendre leur production, on déplace le problème. Donc c'est pour ça, je vous dis, il faut régler le problème, parce que là, si on ne règle pas le problème, déjà, et je le disais tout à l'heure, on va toucher la filière laitière, la filière porcine, qui nous dit, si on n'arrive pas à se mettre d'accord à un moment donné avec la Chine ou trouver des compromis, que ça ne va pas être d'autres filières. Et puis nous, on fait quoi de nos excédents de vin qui ne partiront pas au cognac? On ne va pas les mettre au fossé, on ne va pas demander des distillations obligatoires avec des fonds de l'État comme on a déjà connu. Et c'est des vins qui potentiellement vont aller polluer le reste du marché français. Et nous, on ne veut pas ça. On veut pas ça. Et là, on voit très bien, ça serait il faut que tout le monde soit responsable sur ce sujet, hein, au plus haut niveau, aussi bien de l'État que nous, professionnels. Et on doit préserver aussi nos autres collègues des autres régions qui n'ont pas besoin de ça. Et ça passe par trouver des solutions. En tout cas, on doit à date privilégier cette orientation-là. Et si demain, quand je dis demain ou dans une semaine ou dans deux, la Chine devait confirmer ces taxes, on ne baissera pas les bras pour autant. Ça sera le début d'autre chose, mais il faudra continuer à discuter avec eux. Et l'approche, et ça a été dit par monsieur, et moi je ne suis pas spécialiste de la diplomatie, probablement qu'avec voilà, la Chine, les Chinois, il y a une diplomatie particulière, mais on a des spécialistes. Et on est ravis que notre ministre du Commerce extérieur, accompagné de monsieur Raffarin, voilà, qui est connu, reconnu là-bas. Et voilà, et on a beaucoup d'espoir dans ce déplacement. Sachez aussi qu'on n'attend pas tout du gouvernement. Hein. Nos maisons, nos grands groupes vont être sur place aussi. Il va y avoir un certain nombre de rencontres à l'ambassade en parallèle. Et c'est un combat commun, c'est-à-dire avec vous, avec notre gouvernement. Mais je peux vous assurer que ce soit aussi bien au sein de nos interprofessions, au sein de nos groupes, depuis le 5 janvier, c'est non-stop parce que l'enjeu est trop important. Merci. Donc on passe à une nouvelle série de questions. Bernard Buis. Merci Madame la Présidente. Moi, je suis sénateur de la Drôme, une zone aussi viticole et très impactée aussi par la problématique aujourd'hui. Donc ma question portera sur le nombre de bouteilles. Vous avez parlé tout à l'heure du nombre de bouteilles que vous produisez. Vous en exportez combien en Chine? Combien ça représente de pourcentage pour avoir une idée de la grandeur que ça représente? Et puis ma deuxième question porte sur les diminutions que vous avez déjà commencé à faire sur le rendement à l'hectare. Et ne craignez-vous pas à terme que les vignes soient abandonnées et qu'il y ait un problème sanitaire d'une manière générale sur tout le secteur? Merci Bernard. Serge Mérilou. Serge. Oui. Bonjour. Moi, je ne crois pas que vous êtes un petit grain de sable. Vous êtes un énorme grain de sable, voire un énorme caillou. Et c'est la raison pour laquelle vous avez été choisi par les Chinois pour faire le contrepoids par rapport à leur marché des voitures électriques. Sinon, vous auriez été en paix tranquillement. Je voudrais dire, je ne crois pas du tout à un fonds de soutien. Ça nécessiterait une masse d'argent énorme et par les temps qui courent, j'y crois encore moins. Je pense qu'il n'y a que la solution diplomatique. Je ne suis pas sûr que ça puisse être à l'échelle uniquement française. Qu'il y ait du travail fait par notre diplomatie, c'est évident, mais la difficulté elle provient de l'Europe qui protège l'industrie des voitures automobiles et a pris le cognac, l'armagnac, enfin les vins spiritueux et d'autres produits. Donc, à mon avis, seule une avancée diplomatique, parce que les Chinois sont condamnés aussi à trouver un accord. Tout le monde, on est sur un marché, sur du business, tout le monde est condamné à trouver un accord. Moi, je ne suis pas sûr que ça dure très longtemps. Il va y avoir peut-être 6 mois, 1 an de négociation. Tout le monde va essayer de faire peur aux autres. Mais la diplomatie, à mon avis, finira de l'emporter. Et la question, c'est combien de temps ça va durer et comment on fait pour tenir. Moi, j'ai le sentiment que vos filières sont suffisamment solides, je le crois, et que vous pouvez stocker pour pouvoir tenir. Je l'espère sincèrement. Alors moi, je le dis parce que je suis sénateur d'un département qui a aussi, de la Dordogne, qui a aussi une dizaine de communes en appellation cognac. Et j'ai été sollicité par les producteurs qui
ils ne sont pas dans le cœur de l'appellation, mais qui sont très inquiets parce qu'ils ont fait beaucoup d'efforts en la matière. Voilà. Et je pense que vraiment la diplomatie réparera ce qu'elle a détruit. Et je voulais vous dire que j'ai écrit à Sophie Primas, en tant que ministre du Commerce extérieur, pour lui faire part de nos inquiétudes sur la partie du vignoble de la Dordogne et de l'ensemble du Cognac. Ce n'est pas pour ça que j'ignore l'Armagnac, mais moi je suis plus proche du Cognac. Voilà, merci. Merci Serge. Amel Gacquer. Merci Madame la Présidente. Vous l'avez dit, hein, il n'y a pas de doute ici, nous sommes tous mobilisés, en tout cas autour de vos filières mises en danger. Et vous avez raison, il ne faut pas bouger. L'effet, bien sûr, est économique, mais il est aussi vraiment politique, symbolique, puisqu'il s'agit ici de la place de la France, en fait, du rôle de la France dans les échanges commerciaux mondiaux. Mais une question que je me pose... on l'a bien compris, ce que vous souhaitez aujourd'hui, c'est non pas un retour en arrière, puisque les choses ne sont pas effectives, mais une pause dans cette menace, hein, sur cette taxation des Chinois. Mais quels sont, vous, en fait, vos arguments? Aujourd'hui, c'est continuer à faire du business, c'est clair, mais qu'est-ce que vous mettez aussi sur la table pour... accompagner, faciliter l'action en fait, diplomatique que, et je m'en réjouis, va mener notre ministre accompagné du ministre Raffarin. Sachant que, ou alors vous estimez que la balle est juste dans le camp de la diplomatie et qu'à aujourd'hui, vous n'avez pas forcément à bouger. Mais pour tout vous dire, je me questionne et je m'interroge sur... Aujourd'hui, le positionnement des Chinois qui sera de dire, bon, bah, d'accord, avec une contrepartie, on veut bien mettre un bouton pause, mais encore une fois, quels arguments vous mettez sur la table? Merci. Voilà, messieurs, je vous laisse de nouveau la parole. Oui, alors pareil à mes collègues compléteront. Alors concernant la première question, le pourcentage Chine, donc pour Cognac, en direct... parce que on a aussi on a du passage par Singapour que l'on maîtrise moins, mais en direct aujourd'hui c'est 25%, c'est un quart. Donc c'est un quart. Donc on est à peu près à 170 millions de bouteilles. On parle bien de millions de bouteilles. Donc vous faites un quart. Donc vous voyez ce que ça donne. Et puis il y a ce qui arrive, on va dire indirectement. Donc voilà pour la partie Cognac, mais je laisserai mon collègue compléter sur la partie Armagnac. Vous évoquiez aussi le rendement à l'hectare. Donc en fait, effectivement, on vote au niveau de l'interprofession tous les ans un rendement à l'hectare, c'est-à-dire c'est le rendement commercialisable. Il y a le rendement agronomique, celui qui sort réellement de la vigne, et il y a le commercialisable. Et il se trouve qu'effectivement, il a baissé, et il est à 8,64 cette année, donc 8,64 hectolitres d'alcool pur que peut vendre le viticulteur sur chaque hectare. C'est lié à plusieurs choses. C'est lié à l'évolution économique globale, générale. On a eu une baisse des ventes, très clairement, post-Covid. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, c'est ça. Et puis, on a aussi ces perspectives, parce qu'on a un business plan qui intègre les perspectives, et dans ces perspectives, on intègre aussi, bien sûr, tous ces phénomènes, et ce qui fait qu'aujourd'hui, on est à 8,64. Et on sait qu'à 8,64, quand on regarde les coûts de production, on est à la limite, voire en dessous la limite, ou au-dessus de la limite, pour certaines exploitations viticoles, et qu'on arrive en zone rouge. Donc voilà pour cette première question. Sur la deuxième question, sur la diplomatie, pour nous, enfin je l'ai dit, hein, je me répète, pour nous c'est la seule voie aujourd'hui, la seule voie possible. Et comment on tient en attendant sur le long terme? Parler de stock, a été évoqué les stocks. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà depuis 3 ans, suite à la période post-Covid, où il y a quand même une dégringolade de consommation d'une manière générale pour les vins, les spiritueux, dont le cognac, les maisons, et ça a été dit tout à l'heure par Anthony, que nous sommes dans une région fortement contractualisée, ou totalement, je ne vais pas dire totalement, mais quasi totalement contractualisée. Et malgré la baisse des ventes de ces 3 dernières années, on a d'un côté le curseur rendement qui au BNIC a baissé, donc effectivement le viticulteur a pu vendre moins, mais à l'intérieur de ce rendement voté au BNIC, les maisons ont continué d'acheter, malgré les baisses de vente. Parce qu'on a la chance d'avoir un produit qui peut se stocker. Ceci étant, ça a des limites.
Quand je dis ça a des limites, quand vous stockez trop et quand vous achetez trop à un moment donné, quand ça fait 2-3 ans, à un moment donné, c'est plus possible parce que les stocks, ça a un coût. Ensuite, ça ne correspond pas particulièrement ce que l'on stocke à ce qu'on attendra sur les marchés. Ce que je peux vous dire, juste en chiffre très rapidement, c'est que le cognac, c'est 50% en VS à peu près. Donc un cognac qui a 2 ans minimum. C'est 40% tout ce qui est VSOP, c'est-à-dire 4 ans minimum. Et toutes les vieilles eaux de vie, c'est 10% ou moins de 10%. Voilà. Et à un moment donné, si on a trop de vieilles eaux de vie, mais que le consommateur, et notamment aux États-Unis, veut du VS, puis on ne pourra pas dire, bon, on utilise quand même des vieilles eaux de vie, parce que là, on ne rentrera plus dans les coûts de production. Et pour terminer, peut-être, et après compléter surtout mes collègues, par rapport à votre question, madame, c'est qu'est-ce que vous attendez? Et je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas là uniquement pour faire un état des lieux, voire pleurer. C'est pas notre sujet. La preuve en est, c'est que dès le 5 janvier, on a pris la situation en main. On aurait pu dire on attend, on ne collabore pas à l'enquête. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est qu'en 10 mois, on a collaboré à cette enquête. Donc ça, je pense que la filière, je peux vous dire que toutes les semaines, le nombre de réunions qu'on a sur le sujet, on a été obligé d'accompagner des entreprises, des PME, parce qu'on parle de grandes entreprises, mais dans les PME, des fois, c'est des PME de 5-6 personnes. Le PDG fait aussi bien la mise en bouteille que les papiers. Quand vous tombe une enquête comme ça, je peux vous assurer, moi j'en ai eu au téléphone en pleurs, qui avaient déjà des difficultés, et les gars se disaient, mais moi j'arrête tout, quoi. Donc il a fallu supporter tout ça, et on a répondu. Parce que je ne suis pas allé au bout tout à l'heure de mon propos. On est allé à Pékin répondre à une audition qui était une grande mascarade, je peux vous l'assurer. Voilà. Donc on a fait tout ce qu'on nous demandait. On a fait tout ce qu'on nous demandait pour se voir au mois de septembre notifier ces taxations pouvaient aller jusqu'à 39%. Et ça ne suffit pas. On nous a dit après, on va vous envoyer des contrôleurs dans vos entreprises. Est-ce que vous acceptez? On a accepté les contrôleurs. Concrètement, c'est quoi? C'est des contrôleurs chinois du MOFCOM qui sont venus chez NC, qui sont venus chez Rémi Martin, qui sont venus chez Martel pendant 2 jours. Et il a fallu leur ouvrir nos ordinateurs, tout leur donner. Ils nous demandaient même nos coupes. Bon, nos coupes d'eau de vie. Bon, alors on leur a donné, mais à peu près, je vais vous dire, sur les coupes d'eau de vie. 13 à peu près. Et ils sont venus, voilà. Et les documents qu'on leur avait envoyés en Chine, comme ils ne voulaient pas les transporter, on nous a demandé de refaire l'ensemble du dossier pour qu'ils puissent vérifier dans nos ordinateurs que ce qu'on leur avait donné était bien vrai. Enfin, après, je me dis, est-ce qu'on peut faire plus? Et aujourd'hui, on a dépensé, je vous dis bien, des millions d'euros. La FEVS pourrait vous en parler, nous, l'interprofession et les maisons. Si on fait l'addition, et je pense qu'on va la faire à un moment donné, on va réclamer de l'argent, là, par contre, parce qu'en fait, on subit les conséquences, et on le sait tous ici, d'un sujet, on n'est pour rien. Et nous, pour nous défendre, on est obligé d'avoir des avocats, en plus de nos avocats européens, des avocats chinois. N'oubliez pas qu'ils sont d'abord chinois, comme je l'ai dit à mon collègue, avant d'être avocats. Donc, on ne sait pas ce qu'ils défendent véritablement. Bon, donc voilà, donc je peux vous assurer que c'est des services entiers, je dis bien des services, parce que ça a été toutes les filiales européennes, il a fallu fournir. Donc depuis le 5 janvier, on n'est pas resté les bras ballants et à attendre. Et depuis le 5 janvier, on a sollicité tous les membres du gouvernement, de l'ancien gouvernement. Là, depuis, on a rencontré la nouvelle ministre de l'Agriculture, on a rencontré... Enfin bon, on vous rencontre, je peux vous assurer qu'on n'arrête pas. Et nos maisons essaient de trouver aussi des solutions. Alors, des solutions diplomatiques, techniques, juridiques. Mais on a besoin... On sait que la solution passe par le politique. Non mais... Donc, ça peut être qu'une solution. Moi, je vais vous dire, on a rencontré en marge du Salon de l'Agriculture l'ambassadeur de Chine en France. Et à la fin de la discussion, il était très sympathique. Il nous a dit, mais la solution, elle est dans les mains de votre gouvernement. Il nous l'a dit comme ça. Voilà. On nous a envoyé... Le maire de Cognac lui a écrit. Il lui a fait une réponse de 3 pages. On l'a donné d'ailleurs à M. Larcher, notre président du Sénat, quand on l'a rencontré. 3 pages. Il ne se cache pas du tout que c'est complètement lié. Voilà. Donc maintenant, il n'y a même plus de... Avant, on dit, oh, mais non, c'est pas lié, etc. Et à la fin, parce qu'il a un peu d'humour, il cite un proverbe chinois disant, c'est à celui qui a accroché le collier au cou du tigre, la clochette au cou du tigre, de le décrocher. Voilà. Donc voilà, s'adressant au gouvernement français. Voilà pour résumer la situation. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, on est à votre écoute, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus?
Monsieur le... Oui, pour compléter les propos de Florent sur la partie des rendements et des stocks, sur la gestion qu'on a aujourd'hui, voilà, les rendements depuis la première, voilà, la baisse du contexte économique mondial, c'est-à-dire qu'il a commencé au niveau des chiffres des expéditions au mois de novembre 2022. Donc le rendement de l'année précédente était terminé puisqu'on fait la récolte au mois de septembre. Depuis, on a une baisse. On est passé d'un rendement commercialisable de 14,64 à 8,64. C'est-à-dire que ça, c'est un effort qui a été partagé sur cette partie viticulture négoce sans rien demander à personne. Malgré tout, dans le même temps, vu que les eaux-de-vie qu'on produit sont en stock et que voilà, on calcule aussi le stock en fonction des années d'expédition. Donc on prend le chiffre des expéditions de l'année, sauf que vu que le chiffre des expéditions baisse et qui va être amené à baisser beaucoup plus, on a un chiffre d'années de rotation de stock qui augmente. Et pour le coup, là encore, ça veut dire que si on regarde aujourd'hui, on a par rapport à l'année dernière, même si on a moins d'eau-de-vie en stock, plus du stock pour plus longtemps parce que les ventes ont baissé. Donc on a aujourd'hui une gestion de la filière à d'avoir. Et sur ce point-là, on ne demande rien. Mais aujourd'hui, nos produits, si on ne peut pas aller les commercialiser à l'international, enfin, la situation, elle est morte. On a un produit qui est né pour ça. Et très clairement, on a besoin d'une action diplomatique qui permette juste de pouvoir être concurrentiel par rapport aux autres produits. Parce que là, qu'est-ce qu'on dit? Il y aura juste nos produits, les eaux-de-vie de vin européennes, c'est quoi? C'est à 98% des eaux-de-vie de vin françaises, hein, Armagnac et Cognac. Ça va concerner que nous. On va se retrouver dans une situation où, par rapport à tous les autres produits, nous ne serons plus concurrentiels. Monsieur le délégué général. Merci Madame la Présidente. Peut-être élargir un peu le focus et rappeler que dans le marché des spiritueux en Chine, les spiritueux importés, ça représente 2 à 3%. Donc la part que représentent nos exportations là-bas ne sont pas un facteur de déséquilibre du marché des spiritueux en Chine. Et l'essentiel des spiritueux chinois, ce sont des spiritueux locaux, notamment le baijiu. Je pense que peut-être certains d'entre vous ont eu le plaisir de le déguster. Et effectivement, ça pose quelques difficultés. Ce n'est pas vraiment ce qu'on a l'habitude de boire. Mais on a de bonnes relations et des relations suivies avec nos homologues chinois, avec lesquels on travaille sur des aspects d'ordre réglementaire, d'ordre de développement commercial, etc. Et s'il faut bien se dire une chose, c'est que ça n'est pas un conflit entre producteurs de spiritueux chinois et producteurs de spiritueux européens ou français, quoi qu'on puisse dire ou présenter. On sait tous comment ça se passe. Le MOFCOM tape sur l'épaule d'une association sur place et lui demande de déposer une plainte. On a vu le record de vitesse des dépôts de plainte dans le domaine du porc ou du lait. Donc ça ne se passe pas sur le terrain de la relation professionnelle ou de la relation commerciale sur les spiritueux. On peut proposer 1001 choses, on le fait sur le plan des relations qu'on a avec eux, mais ça n'est pas là qu'est le cœur du sujet. Le cœur du sujet, il est sur la façon dont l'Europe et la France prennent une position qui ne nous appartient pas de commenter sur la politique industrielle et le développement d'un certain nombre de secteurs jugés stratégiques en Europe et la réaction que ça suscite côté chinois. En dehors de ça, le reste, c'est uniquement des bras de levier pour faire valoir une position politique. Merci, messieurs. Alors, il reste encore 5 questions et vraiment, le temps est compté. Donc, je vous demande d'être court et concis. On va donc continuer avec Henri Cabanel. Henri. Oui, merci Madame la Présidente. Merci, messieurs. Nous partageons tous, bien entendu, votre inquiétude. Et ça rappelle de vieux souvenirs avec la taxe Trump où les viticulteurs français n'avaient rien à voir avec la problématique entre Boeing et Airbus. Et voilà. Mais c'est un petit peu, malheureusement, les règles du marché mondialisé et dont on en est les conséquences. Moi, je vais revenir sur ce que j'ai évoqué ce matin déjà dans le petit déjeuner au niveau de la FNSEA sur la stratégie de la viticulture française. Vous venez d'évoquer effectivement le fait que vous puissiez réduire vos rendements, mais force est de constater quand même que sur ces dernières années, vous avez planté énormément de vignes dans le Cognac-C.
et qui peut effectivement avoir une problématique aujourd'hui dans la stratégie. Mais aujourd'hui, ça a été évoqué par l'un d'entre vous, tous les vignobles français, plus ou moins, sont dans des difficultés. On a connu les difficultés dans le Languedoc. Aujourd'hui, il demeure. Il y a des difficultés dans le Bordelais. À quand une vraie stratégie viticole française, plutôt que de se tirer la concurrence entre régions viticoles françaises? Parce que si on n'a pas compris que l'intérêt que nous avions, c'était d'être ensemble et de vendre l'image France au niveau donc de l'export, on n'aura rien compris à la situation. Et quelles que soient les difficultés que peuvent rencontrer les uns et les autres, chaque fois nous recevons les régions viticoles séparées. Aujourd'hui c'est vous, hier c'était le Bordelais, demain je sais pas qui. Mais il y a un véritable problème au niveau de la stratégie donc de la viticulture française. Donc moi j'espère, comme nous tous ici, que le climat diplomatique arrivera à trouver des solutions. Je le crains, il faut avoir espoir, mais même en Europe, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Donc si nous, entre Européens, on ne s'entend pas, ça sera difficile de faire entendre notre voix au niveau chinois. Mais je crois qu'il est important aussi de regarder la vision que l'on peut avoir et la défense qu'on peut avoir au niveau français à travers l'OMC. Parce que là, il me semble aussi que c'est une question importante. Merci Henri. Daniel Fargeot. Oui, merci Madame la Présidente et merci messieurs pour vos différentes interventions. Alors, vous l'avez précisé, vous l'avez exprimé, la filière est prise en otage et pour autant vous ne devez pas être sacrifié. Ça, c'est certain. Alors, pour élargir le débat sur le plan de l'exportation des eaux de vie, je voudrais juste revenir sur un point en complément de celui posé par Madame la Présidente dans son propos liminaire. L'Union européenne se prépare, dans le cadre d'une réélection de Donald Trump, à l'hypothèse d'un nouveau bras de fer commercial avec les États-Unis. Les difficultés rencontrées avec la Chine pourraient s'étendre aux relations commerciales avec les États-Unis. La question est de savoir si vous vous y préparez et de quelle manière. Enfin, une toute petite question supplémentaire, toujours liée aux États-Unis. Pendant la période de Covid, les Américains se sont rués vers le cognac. Il y a eu des problèmes d'approvisionnement et des augmentations de prix significatives, au point que les consommateurs américains se sont tournés vers deux autres produits, la tequila et le whisky. Je voudrais juste vous demander si vous avez une stratégie de réplique pour reconquérir ce marché. Merci. Yannick Jadot. Merci Madame la Présidente, merci messieurs pour votre témoignage et votre engagement. Je pense qu'on a, au-delà de ce que disait notre collègue Cabanel, on a un problème aussi de stratégie commerciale européenne. C'est qu'on n'est pas habitué à faire de l'anti-dumping en vrai, au niveau européen. On a raison de taper les Chinois sur le dumping sur l'automobile. C'est une évidence. On a raison de se battre pour la propriété intellectuelle qu'ils violent régulièrement, ou le droit des marques, y compris des appellations, champagne et autres, pour que ce soit pas, qu'on ne soit pas victime de concurrence déloyale. Et la difficulté qu'on a, c'est qu'on n'est pas habitué à ça, en fait. On le fait parfois, et parfois on ne le fait pas. Moi, je me souviens sur les panneaux photovoltaïques, l'Europe a totalement lâché parce que les Chinois sont venus menacer les Français déjà de représailles sur le vin. Et qu'on s'est dit, oh là là, on ne veut pas de représailles sur le vin, on ne veut pas de guerre commerciale. Le problème, c'est que ça ne s'arrête jamais avec les Chinois. Donc il faut un bloc de cohérence européen pour qu'on défende tous nos secteurs face à une concurrence qui est objectivement déloyale. Si on laisse... aujourd'hui, c'est vous qui êtes victime de cette guerre-là, mais demain, vous serez peut-être victime au premier chef parce que d'un seul coup, ils décideront que le cognac, c'est aussi une production chinoise. C'est plus une appellation contrôlée et protégée au niveau international ou champagne ou d'autres. Donc moi je plaide plutôt à la fois évidemment pour qu'on trouve un moyen de vous soutenir dans la démarche, y compris de manière diplomatique. Le bœuf aux hormones, ça s'est fini par une négociation avec les États-Unis et le Canada. Donc il faut cette diplomatie, mais il faut surtout quand même une stratégie commerciale ferme et cohérente au niveau européen. Sinon, c'est les uns après les autres qu'on perdra. Merci. Rémi Cardon et ensuite Anne-Catherine Loisier et on s'arrêtera là. Merci Madame la Présidente.
pour rebondir sur les propos de mon collègue Yannick Jadot, effectivement, l'enjeu d'une stratégie commerciale européenne est essentiel, mais moi je vais plutôt me focaliser sur territoire d'industrie, puisque j'ai vu qu'il y avait un territoire d'industrie Angoulême-Cognac qui fonctionne bien, qui a été construit il y a quelques années. Et ce territoire d'industrie va forcément être chahuté par votre problématique, ça va de soi. Et j'aimerais bien avoir connaissance à la fois des emplois directs et indirects, puisque les emplois indirects, il y a le secteur de l'emballage, que ce soit sur l'industrie du bois, du papier, du carton ou de l'imprimerie. Il y a, je pense, beaucoup d'emplois en jeu. Et je pense aussi, ça, il faut qu'on en prenne conscience en tant que parlementaire, en tant qu'élu de la représentation nationale. Et je pense que c'est des chiffres importants que peut-être vous avez en votre possession pour alimenter le débat. Merci. Anne-Catherine Loisier. Merci, messieurs. En deux mots, donc, effectivement, je pense qu'il y a un enjeu de cohérence de la parole de l'Union européenne dans le cadre des relations d'échange avec la Chine. Mais par ailleurs, est-ce que vous explorez d'autres marchés ? Je pense à l'Inde, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres perspectives qui pourraient peut-être venir un peu, finalement, contrebalancer ces pertes de marché, ou en tout cas ces pressions de la Chine ? Voilà, messieurs, pour ces mots de conclusion, et donc on vous laisse la parole. Monsieur Brand ? Merci. Je vais répondre sur deux des questions. La première sur la partie plantation et la réflexion d'une stratégie nationale. Étant moi-même vice-président de la CNOC, donc le Comité national des AOC, aujourd'hui, c'est une discussion qu'on a régulièrement au niveau de l'ensemble de la filière viticole française. Après, aujourd'hui, il est évident que, notamment à travers nos cycles de qualité, on a aujourd'hui un sujet qui concerne les eaux de vie de vin. Il y a parfois des sujets qui concernent la difficulté que peut rencontrer le vin rouge, des filières qui se sont spécifiées sur les bulles et les effervescents, d'autres sur la partie vin blanc ou rosé. On n'a pas les mêmes difficultés au même moment. Et ça, avec nos cycles de qualité, on ne peut pas décider d'aller faire de l'eau de vie à Bordeaux, d'aller faire des bulles à Bordeaux, d'aller faire du vin rouge en Champagne. Donc forcément, on ne rencontrera pas les mêmes difficultés au même moment. Donc une stratégie commune, réfléchie, pensée collectivement, c'est ce qui se passe aujourd'hui, mais qui est forcément différente parce que chaque vignoble fait sa propre production. Pour répondre de manière très succincte sur la partie emploi direct et indirect, aujourd'hui, les emplois directs de la filière Cognac, c'est 15 000 emplois directs, c'est 77 000 emplois indirects. Ces chiffres-là ont fait l'objet d'une étude. Et juste sur un petit point sur la partie de la stratégie commerciale à l'international, je peux plus facilement en parler que mes collègues négociants. Aujourd'hui, la particularité de la filière Cognac avec les grands groupes qu'on a fait que une des marques de Cognac est sponsor officiel de la NBA, une des marques de Cognac a payé une pub pendant le Super Bowl aux États-Unis. Une des marques de Cognac vient de signer un partenariat avec la Fédération internationale d'automobile, donc qui va être présente sur les Grands Prix de Formule 1. En termes de visibilité commerciale, aucune structure agricole ou viticole ne peut, sans ces groupes-là, avoir la force marketing qui est aujourd'hui de ces grands groupes. Donc on peut, après, peut-être que ce n'est pas la bonne chose, mais en tout cas, il y a des publicités avec les plus grands acteurs qui sont mis en place par toutes les maisons pour pouvoir être visibles et gagner des parts de marché. Voilà, sur ce point-là, ça me paraissait important aussi de le souligner. Je veux bien répondre à la deuxième question, donc sur les US. Comment on se prépare sur d'éventuelles taxes Trump? Sachez qu'il y a un travail qui est fait à la fois par les interprofessions, la FEVS, de rapprochement avec nos homologues aux États-Unis qui font d'autres spiritueux pour qu'on travaille chacun de notre côté, de nos côtés, avec nos gouvernements respectifs pour dire voilà, nous on ne veut pas être pris entre le marteau et l'enclume. Donc on a intérêt, même s'ils sont concurrents à un moment donné, on a intérêt à avoir ce travail-là. Il y a le travail qui est fait aussi par les groupes en local. Donc voilà, sur les prix des cognacs aux États-Unis, effectivement, il y a eu la période Covid où il y a eu une évolution de la consommation, le pouvoir d'achat des Américains qui touchaient des subventions et qui consommaient à domicile. Donc on a eu une évolution des ventes qui était anormale, entre guillemets, qui n'était pas dans la normalité structurelle, on va dire. Et on a effectivement des distributeurs
qui se sont crus tout permis sur les prix. Et on connaît la sensibilité du consommateur au prix. Par exemple, un VS qui était à plus ou moins $40 est passé à 41, 42, 43, jusqu'à 45, 46. Et à un moment donné, quand on est revenu à la vraie vie, c'est-à-dire quand la période Covid s'est arrêtée, etc., ben ces gens-là, ils ont arrêté d'acheter. Donc, les groupes ont fait pression, parce qu'on ne maîtrise pas la politique de prix en local, parce qu'il y a plein de distributions. On a fait pression, on leur a fait comprendre que c'était une erreur. Et là, maintenant, ils sont revenus au vrai prix, au bon prix. Et on voit, même si ça ne se traduit pas totalement aujourd'hui dans les statistiques de sortie de la région, nous, ce que l'on sait, c'est ce qu'on appelle le sell-out, c'est-à-dire ce qui est vendu véritablement. Et les chiffres que nous avons de nos commerciaux, on sait aujourd'hui que ça reprend, et grâce notamment à un prix adapté, le vrai prix. Ensuite, vous me parliez aussi de tout ce qui est tequila, whisky, etc. On nous disait à un moment donné, oui, c'est la tequila qui a pris le pas sur, etc. Aujourd'hui, je peux vous assurer que c'est, et on regarde, c'est des statistiques, que tous les spiritueux souffrent, tous les spiritueux sont en baisse de consommation, probablement moins que le cognac, mais le cognac a tellement évolué vite qu'obligatoirement, on a rebaissé rapidement. Donc voilà, pour répondre à la question numéro 2, j'espère avoir été concret. Pour rester sur les marchés, pour répondre à madame, et on l'avait parlé tout à l'heure sur les autres marchés, l'Inde par exemple, aujourd'hui, il y a des droits qui sont complètement, qui ne permettent pas d'accéder au marché. Aujourd'hui, on va dire sur 10 marchés potentiels qui pourraient nous intéresser, les droits sont tellement importants que, alors il faudrait déjà trouver un accord bilatéral. Avant de trouver avec ces 10 marchés-là, on aimerait bien trouver un accord bilatéral avec la Chine, mais en tout cas, les 10 marchés qui pourraient nous apporter des nouvelles parts, même en les cumulant, même en obtenant un accord qui va prendre des années, ça ne compensera même pas le quart de ce que l'on vend en Chine. Peut-être pour conclure, même si je suis armagnaquais, j'ai travaillé longuement dans le groupe Cadbury Schweppes. Donc, au final, c'est le commerce qui est en jeu et le consommateur ou l'acheteur de vin n'est pas l'acheteur de spiritueux. On peut avoir une stratégie commune vin spiritueux, ça ne fonctionne pas. Certes, on vient de la vigne, on peut gérer des rendements, des choses comme ça, mais l'acheteur et le consommateur est complètement différent. Et en ce moment, ce qui est à la mode, c'était pas ça il y a 20 ans quand je suis arrivé, c'est le spiritueux. Même si, voilà. Donc si on n'était pas taquiné par des choses politiques, les croissances de Charente continueraient, des Armagnaquais suivraient. Et peut-être pour compléter, sur l'Inde, qui a été évoqué il y a un instant, ça fait 15 ans qu'on est en négociation avec l'Inde. Je ne sais pas si dans 15 ans, on sera encore en négociation avec l'Inde. Mais tant que les droits à l'entrée sont de 150%, avec une bascule qui monte jusqu'à 400% sur les produits, vous imaginez bien que même si c'est séduisant avec 1,5 milliard d'habitants, il est absolument impossible aujourd'hui de pénétrer sur le marché indien. Alors on le regarde avec les yeux de l'amour, mais que ça. L'autre élément qui est très important, parce que c'est revenu à plusieurs reprises dans vos questions, le marché national, le marché européen, le marché pays tiers. 3/4 de nos exportations vont vers les pays tiers. Pas par magie, parce que les pays tiers, on valorise davantage ce qu'on expédie sur les pays tiers que ce qu'on valorise sur le marché national et sur le marché de l'Union européenne. Et c'est très important, parce que si on veut faire vivre des filières depuis le producteur jusqu'à celui qui exporte, il faut qu'à un moment donné, on arrive à faire de la marge. Et je n'ai pas besoin de vous faire un dessin sur le fait que le marché français, de ce point de vue-là, il est d'une complexité, je vais utiliser ce terme-là, atroce, et que ce n'est pas là-dessus, c'est pas dans l'Hexagone qu'on fait beaucoup de marge et qu'on peut la redistribuer, ni sur les différents maillons de la chaîne, ni dans l'investissement en termes de développement commercial pour gagner des parts de marché. Donc l'export est absolument déterminant. Et pour prendre un chiffre qui n'est pas celui des spiritueux, on fait 1/3 des volumes de vin vendus à l'export, mais ça génère plus de la moitié du chiffre d'affaires de la filière. Merci beaucoup, messieurs les présidents, monsieur le délégué général et monsieur le représentant de la viticulture pour ces échanges. Vous avez compris donc que nous sommes ici tous à vos côtés, extrêmement mobilisés pour soutenir votre filière et pour faire en sorte, en tout cas, on le souhaite, que
dans les semaines à venir, les relations, en tout cas diplomatiques, entre la France et la Chine puissent vous permettre d'avoir voilà, une vision et en tout cas d'être rassuré aujourd'hui au regard de la crise que vous traversez. On vous remercie vraiment très sincèrement et voilà, on est à vos côtés et n'hésitez pas à vous mobiliser. En tout cas, on va suivre dès la semaine prochaine le déplacement de la ministre du Commerce extérieur que vous rencontrez d'ailleurs demain et on continuera bien évidemment à vous accompagner et à vous soutenir très fortement et on a compris que vous êtes des combattants et on vous en remercie. Merci, bonne journée à vous. Voilà, je vous propose de